Maintenant, on va parler du message nerveux. Le message nerveux, c'est quelque chose qui est quand même assez complexe à expliquer. C'est pour ça qu'on ne vous l'a pas expliqué avant. Probablement, on vous a dit, quand vous étiez plus jeune, que c'était un message, un signal du type électrique qui permet de transporter de l'information à travers tes neurones. Mais ce n'est pas vraiment un messager électrique. Ce n'est pas comme des électrons qui diffusent à travers tes neurones, comme un électron diffuserait à travers un métal d'un fil électrique, par exemple. Ce n'est pas du tout le même principe. C'est un messager qui est plus électrochimique. Et l'idée que c'était électrochimique était venue de la recherche qui a commencé au 18e siècle au niveau de l'électricité par Luigi Galvani et Alessandro Volta. Ici, il y a un lien d'une vidéo qui est assez intéressant que je vais mettre sur le Classroom, où ça montre l'histoire un petit peu de comment est-ce qu'on a fait le lien entre les messages nerveux et l'électricité à ce moment-là. Mais pour permettre un message nerveux, il faut que ton neurone soit au potentiel de repos. Maintenant, le mot potentiel, ici, ça veut dire une distribution de charge à travers la membrane. C'est-à-dire que quand on parle de potentiel de la membrane, on est en train de parler de la séparation des charges des deux côtés de la membrane. Donc, la face interne, qui est la face cytoplasmique de ta membrane, et la face externe, qui, elle, est en contact avec le milieu extracellulaire. Pour que la membrane ait un certain potentiel, il faut qu'il y ait des charges qui sont causées par des ions qui ne vont pas être égales des deux côtés de la membrane. Il faut qu'un soit plus négatif que l'autre et on peut aussi dire qu'un doit être plus positif que l'autre à cause de la distribution des ions qui sont chargés positivement et négativement des deux côtés de la membrane. Le potentiel de repos a une valeur qui peut varier dépendant de la littérature et dépendant du type de neurone. Mais nous, on va dire que le potentiel de repos dans ce cours, c'est de moins 70 mV. Mais ça peut varier entre moins 60 et moins 80 mV. Mais pour simplifier, on va juste choisir une valeur qui est de moins 70 mV. Pour avoir un potentiel de repos de moins 70 mV, il faut qu'il y ait une distribution de charge qui fait que la face interne de ton neurone, donc la membrane interne, la partie interne de ta membrane de ton neurone, ait plus de charge négative que la partie externe de ton neurone qui, elle, va avoir plus de charge positive. Et si on n'a pas cette distribution de charge qui nous donne une différence de moins 70 mV entre la face interne et la face externe, on ne peut pas avoir un message nerveux qui va être transmis par ton neurone. Il faut que tu aies cette charge-là ou ce potentiel-là au départ pour qu'un message nerveux puisse être transmis. Maintenant, le message nerveux, on appelle ça un potentiel d'action. Et on va voir c'est quoi et comment se passe un potentiel d'action dans un prochain vidéo. Mais avant de parler du potentiel d'action, c'est important de parler du potentiel de repos et comment est-ce qu'il est créé et comment est-ce qu'il est maintenu dans un neurone avant de pouvoir permettre la transmission d'un message nerveux. Le potentiel de repos, comme j'ai dit, c'est de moins 70 mV et c'est détecté par des électrodes où on est en train de regarder la différence des charges des deux côtés. Si on a une différence qui est de 70 mV et que c'est plus négatif à l'intérieur, ça va donner une valeur de moins 70 mV. La distribution des charges va être influencée par des ions comme sodium et potassium et des grosses protéines chargées négativement à l'intérieur, comme on va voir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Le potentiel de repos va donc être maintenu par ces grosses charges négatives des protéines chargées négativement qui se trouvent dans le cytoplasme, qui, elles, font que l'intérieur est beaucoup plus négatif à cause de ces grosses protéines chargées négativement. Il va aussi y avoir du mouvement des ions sodium et potassium et une distribution différente des ions sodium et potassium, que l'on va aussi voir un petit peu plus tard dans cette vidéo qui vont contribuer au maintien du potentiel de repos de 70 mV. Et il va aussi y avoir la pompe sodium-potassium, qui est une protéine de transport active, qui, elle, permet de transporter 3 sodiums à l'extérieur de ton neurone pour échanger avec 2 potassiums qui rentrent à l'intérieur de ton neurone, ce qui fait que globalement, on fait sortir plus de charges positives de ton neurone avec ta pompe sodium-potassium que de charges positives qui rentrent, parce que tu as 3 qui sortent et 2 qui rentrent, donc tu contribues encore plus à faire que l'extérieur est plus positif que l'intérieur avec ta pompe sodium-potassium.
On va parler de comment le potentiel de repos est créé et maintenu à l'intérieur d'un neurone. Donc, premièrement, j'aimerais juste montrer cette image-ci pour essayer de représenter, de vous expliquer qu'est-ce qu'on voit. Donc, ici, ce serait la membrane de ton axone qui fait partie de ton neurone, c'est-à-dire que ça, ce serait l'intérieur de ton neurone avec le cytoplasme, et ça, ce serait l'extérieur de ton neurone. Et ici, je me concentre sur l'axone juste parce que c'est là où la majorité des potentiels d'action vont se faire, où la transmission des messages nerveux vont se faire. Maintenant, pour qu'un message nerveux soit transmis, il faut premièrement que la membrane soit au repos. C'est-à-dire que quand on parle du potentiel de la membrane au repos, on dit que c'est une valeur qui va être de moins 70 millivolts. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bien, pour que le potentiel de la membrane soit au repos, il faut qu'il y ait plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Et je vais expliquer chacun de ces facteurs. Donc, ce que j'ai représenté ici, je vais les expliquer dans cette vidéo-là. Il faut aussi se rappeler que ce que j'ai ici, je vais aussi l'avoir de l'autre côté de ma membrane de mon axone. Rappelez-vous qu'une axone, c'est genre ça va faire partie de ton neurone. Et il faut s'imaginer que c'est en 3 dimensions. Ici, j'ai juste représenté en 2 dimensions, où j'ai montré les 2 côtés de la membrane de ton axone ici. Et ça serait l'intérieur. Et ça serait l'extérieur. Ça veut dire que pour que le potentiel de ta membrane soit au repos et maintenu, il faut qu'il y ait plusieurs choses qui se passent. Premièrement, j'aimerais vous rappeler qu'à l'intérieur de ton axone ou de ton neurone, donc dans ton cytoplasme, tu as un volume qui est relativement petit comparé au volume externe. Ça veut dire que des changements qui vont se faire à l'extérieur, ici dans le milieu extracellulaire, à cause de la grosseur du milieu extracellulaire qui comprend tout l'extérieur de la cellule, est tellement gros que si on rajoute certaines choses ou on enlève certaines choses de ton milieu extracellulaire, ça va avoir très peu d'influence sur les concentrations de ces substances-là qui sont dans le milieu extracellulaire. Par contre, si on ajoute des substances ou on enlève des substances dans le cytoplasme, ça va avoir un effet sur la concentration qui est relativement important comparé à celle du milieu extracellulaire. Maintenant, qu'est-ce qui va permettre de maintenir ce potentiel de repos? Bien, ça va être le mouvement d'ions en particulier ou certains ions. Maintenant, les ions qui vont se retrouver à l'extérieur et à l'intérieur incluent le sodium, le potassium, le chlore, le calcium. Mais moi, je vais me concentrer surtout sur le sodium et le potassium dans cette vidéo-là parce que c'est eux qui ont le plus grande influence sur le potentiel de repos de la membrane et sur ce qu'on appelle le potentiel d'action qui permet la transmission d'un message nerveux que je vais expliquer dans un prochain vidéo. Maintenant, si je me concentre juste sur cette partie-là de mon image où j'ai une membrane de ton axone qui fait partie de ton neurone, je vois que j'ai une face externe de ma membrane et une face interne de la membrane. Ces faces-là vont avoir des distributions de charge qui vont être différentes et c'est ça qui va donner ce qu'on appelle le potentiel de ta membrane. Pour mesurer le potentiel de la membrane, tu utilises des microélectrodes où tu mesures les charges à l'extérieur de ta membrane, donc la face externe de ta membrane, et celle des charges à l'intérieur de ta membrane et tu vas avoir une certaine valeur. Si la valeur est de 0, ça veut dire que la distribution des charges à l'extérieur et à l'intérieur sont les mêmes. C'est-à-dire que tu vas avoir les mêmes charges des 2 côtés. Si tu as une variation ou une différence entre les charges des 2 côtés de ta membrane, tu vas avoir des valeurs qui vont être différentes ici. C'est-à-dire que si je dis qu'à l'extérieur, j'ai plus de charges positives et qu'à l'intérieur, j'ai plus de charges négatives, ça veut dire que je vais avoir un potentiel de membrane qui va être négatif. Donc, il va y avoir une certaine valeur qui va être associée, mais qui va être négative parce que l'intérieur est plus négatif que l'extérieur. Maintenant, si on a une distribution de charge qui est exactement la même, donc plus, moins, plus, moins, moins, plus, moins, plus, ça va donner une valeur de 0 de potentiel de membrane. Et si la distribution des charges fait que l'extérieur est plus négatif que l'intérieur, donc si c'est plus négatif à l'extérieur qu'à l'intérieur, ça va donner une valeur positive de ton potentiel de membrane. C'est-à-dire que le potentiel de membrane, c'est quelque chose où on essaie de voir c'est quoi la différence de distribution des charges des 2 côtés de ta membrane. Le message, la raison pourquoi ça c'est important, c'est parce que un message nerveux est un message qu'on appelle électrochimique. Et donc, ce n'est pas un message électrique, ce n'est pas un courant électrique où tu as des électrons qui diffusent à travers le cytoplasme de ton neurone, c'est que ça va créer des différences de distribution de charge à l'aide d'ions. Ici, on va parler d'ions, par exemple, sodium ou potassium,
qui, eux, vont faire en sorte que tu vas avoir des différences de potentiel et qui vont varier, qui va permettre de faire ce qu'on appelle un potentiel d'action. Mais avant de parler du potentiel d'action, je vais parler de c'est quoi le potentiel de repos. Parce qu'un neurone, pour qu'il puisse transmettre un message nerveux, il faut qu'il soit premièrement au repos. Pour pouvoir avoir un potentiel de repos, on va parler de 3 différentes protéines qui sont transmembranaires, des protéines de transport. Et on va parler de 2 différents ions et des protéines chargées négativement. C'est-à-dire que quand ta membrane est au repos, il va y avoir un potentiel de repos de moins 70 millivolts. Ça veut dire que l'intérieur de ta membrane, la face interne, va être plus négative que l'extérieur et faire en sorte que la valeur ou la différence de distribution des charges va donner une valeur de moins 70 millivolts. Maintenant, comment est-ce que l'extérieur peut avoir plus de charges positives et l'intérieur peut avoir plus de charges négatives? Mais il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. On va premièrement parler du fait que l'intérieur de ta membrane va avoir sur la face intracellulaire, des grosses protéines chargées négativement. C'est-à-dire que ça serait une grosse protéine chargée négativement. Ça, c'est aussi une autre grosse protéine chargée négativement. Donc, si j'ai représenté des grosses protéines chargées négativement dans la face interne de ta membrane. Maintenant, c'est des grosses protéines, premièrement, et le fait qu'elles sont chargées négativement, ça fait en sorte qu'elles ne peuvent pas diffuser à travers la membrane. C'est-à-dire que si on voulait changer leur distribution, on pourrait dire, OK, bien, elles peuvent diffuser peut-être, mais ce n'est pas possible ici. La diffusion de grosses protéines qui sont chargées négativement à travers la membrane est impossible parce qu'elles sont trop grosses pour diffuser à travers la membrane cellulaire et en plus, elles sont chargées négativement. Et comme on a vu à l'unité 1, les ions qui sont chargés négativement ne peuvent pas traverser la bicouche lipidique à cause de leur charge. C'est-à-dire que ces grosses protéines chargées négativement sont piégées dans la face interne de ton cytoplasme. Puis ça contribue au fait que tu vas avoir plus de charges négatives à l'intérieur. Maintenant, une autre chose qui va permettre de faire qu'il y a plus de charges négatives à l'intérieur, ça va être le fait qu'à l'extérieur, le milieu extracellulaire va avoir une très grande concentration de sodium. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, on voit qu'il y a beaucoup de sodium dans la partie extracellulaire. Et que ce sodium, normalement, diffuserait par diffusion passive, diffusion facilitée à travers des protéines de transport, va se retrouver à avoir de la difficulté à diffuser à l'intérieur dans ton cytoplasme parce que tu vas avoir cette protéine de transport qui permet la diffusion passive du sodium est une protéine qui est peu perméable au sodium. Ça veut dire qu'elle peut laisser une petite quantité de sodium passer, mais pas beaucoup. Rappelez-vous que les espèces chargées comme le sodium ici doivent utiliser des protéines de transport pour traverser la membrane et vont être influencées par 2 facteurs, la concentration, donc diffusion selon leur gradient de concentration, donc si ça serait vers l'intérieur, et aussi selon le gradient électrochimique. Ça veut dire qu'à l'intérieur ici, tu as des charges négatives et le sodium est chargé positivement, donc il va vouloir diffuser selon son gradient électrochimique en même temps que son gradient de concentration. Mais malheureusement, c'est très difficile pour le sodium de diffuser. Tu as peut-être un petit peu de diffusion qui peut se faire parce que la protéine de transport pour le sodium est peu perméable au sodium. Donc, elle ne laisse pas passer beaucoup de sodium. C'est-à-dire que si on voit ici, on a beaucoup de charges positives à cause des charges positives du sodium à l'extérieur. Donc ici, à l'intérieur, on a plus de charges négatives et on a plus de charges positives à l'extérieur. Une autre protéine de transport qui est impliquée ici dans le potentiel de repos et aussi dans le potentiel de repos, ça serait les canaux à potassium. Ces canaux à potassium, eux, sont beaucoup plus perméables que les canaux à sodium. Maintenant, si on regarde la distribution des potassiums entre le milieu intracellulaire et extracellulaire, on va remarquer que dans un neurone, il y a beaucoup plus de potassium à l'intérieur de ton neurone, donc dans ton cytoplasme, qu'à l'extérieur. Donc, tu as beaucoup plus de potassium à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Mais si on pense aussi, donc ça veut dire que si on parle de déplacement du potassium à travers le canal à potassium, on va dire qu'il va suivre son gradient de concentration dans cette direction-là. Donc, il va suivre son gradient de concentration. Donc, ça, ce serait le gradient de concentration. Donc, ça, c'est mon symbole pour concentration du potassium. Mais il faut se rappeler que c'est une espèce chargée. Puis ça veut dire qu'il va y avoir aussi l'influence du gradient électrochimique. Donc, si on regarde les charges à l'intérieur, à cause des protéines chargées négativement, tes charges négatives sont plus importantes à l'intérieur. Ça veut dire que le potassium qui est à l'extérieur va vouloir lui aussi diffuser, donc ça serait ton potassium, va vouloir aussi diffuser selon son gradient électrochimique. Donc ça serait le gradient électrochimique. Et à cause du fait que tu as la double influence, celle du gradient de concentration et du gradient électrochimique, ça fait en sorte que pas beaucoup de potassium vont diffuser à travers la membrane parce qu'éventuellement, on va atteindre un équilibre entre le gradient de concentration et un gradient électrochimique qui va faire en sorte qu'il ne va pas y avoir plus de charges trop de charges positives à l'extérieur qui vont rentrer pour enlever les charges négatives, ce qui va maintenir le gradient électrochimique ou maintenir le potentiel de la membrane de façon négative. Donc ici, même s'il y a un mouvement des potassiums vers l'extérieur, et parce qu'il y a plus de potassium à l'intérieur qu'à l'extérieur, le gradient électrochimique va annuler ceci en partie à un certain point, faisant en sorte que l'intérieur va rester quand même plus négatif que l'extérieur. Il va aussi y avoir une autre influence qui va permettre de maintenir les charges négatives à l'intérieur et maintenir aussi la distribution des potassiums et des sodiums. Parce que si le sodium, on veut qu'il y ait plus de sodium à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et on veut aussi qu'il y ait plus de potassium à l'intérieur qu'à l'extérieur pour permettre le potentiel d'action qu'on va voir plus tard. Ça veut dire que cette dernière composante qui permet de maintenir le potentiel de repos à moins 70 millivolts, c'est ta pompe sodium-potassium. Donc, s'il faut qu'on l'identifie, elle va être ici. Donc ça, c'est ta pompe sodium-potassium que l'on a mentionné à l'unité 1. C'est une protéine de transport active. C'est-à-dire c'est du transport actif. Donc, ça va contre le gradient et ça nécessite de l'énergie sous forme d'ATP pour pouvoir fonctionner. On a vu le fonctionnement de cette pompe à l'unité 1, donc j'aimerais vous rappeler d'aller peut-être revoir cette pompe sodium-potassium. Qu'est-ce qu'elle fait? La pompe sodium-potassium permet de transporter 2 potassium de l'extérieur de ta membrane vers l'intérieur en échangeant avec 3 sodium qui sort de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la pompe utilise de l'ATP, elle va prendre 3 sodium à l'intérieur et quand elle va retourner à sa forme initiale, elle va transporter avec elle 2 potassium. Ça va maintenir la concentration de sodium plus élevée à l'extérieur et la concentration de potassium plus élevée à l'intérieur, ce qui est quelque chose qu'on veut maintenir. La pompe sodium-potassium va toujours être en action, transporter 3 sodium à l'extérieur et 2 potassium vers l'intérieur à chaque fois que de l'ATP est utilisé par ta pompe sodium-potassium. Et donc, le sodium qui est à l'extérieur, une partie va diffuser vers l'intérieur, mais pas beaucoup, gardant la concentration externe élevée de sodium. Et quand tu vas avoir ton potassium qui sort, suivant son gradient de concentration, une partie de ces potassiums-là va retourner à l'intérieur pour maintenir cette concentration plus élevée. Ça veut dire qu'au repos, il va y avoir une
plus grande concentration de potassium à l'intérieur et il va y avoir une plus grande concentration de sodium à l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on veut maintenir. Et il va aussi avoir à cause de ça, il va avoir une distribution de charge qui va faire en sorte que tu vas avoir plus de négatifs à l'intérieur et plus de positifs à l'extérieur.